Bonjour, donc on est sur la fameuse table ronde des méga-bassines au village de l'eau, donc c'était quand même une table ronde assez attendue. Comme vous le savez, parce que vous l'avez tous vécu en venant, il y a des contrôles de police et ils sont très méticuleux, donc on prend beaucoup de temps pour arriver. Donc nos deux derniers intervenants doivent arriver. On les imagine justement en train de discuter avec les contrôles de police pour arriver, donc on espère qu'ils vont arriver avant la fin de la table ronde. Donc aujourd'hui, on voulait faire une table ronde vraiment sur faire un point concret où on en est rendu au niveau des méga-bassines. Donc on va commencer d'abord par un point scientifique sur les méga-bassines avec Anne-Morwen Pastier, hydrogéologue. Et puis après, on va enchaîner aussi sur mais comment on fait passer l'information, comment on peut aller travailler avec les médias pour justement faire passer cette information, la diffuser pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe réellement. Et donc ça sera via Sylvain Lapoix, qui est journaliste indépendant et correspondant à Reporter, Politis et Far West, et d'autres. Et puis après, on enchaînera avec Axel Laurent et Patrick Picot qui devraient arriver, donc avec Nature Environnement 17 et l'association LAPI, pour vous faire un point sur où on en est au niveau des recours et toutes les démarches juridiques qu'on fait pour faire tomber ces méga-bassines. Et puis on terminera par vous faire un point sur les mobilisations populaires. Comment c'est parti, comment on a grossi, et surtout ce que ça apporte ces mobilisations populaires, pour évidemment conclure sur celle de demain. Donc tout de suite, je vais commencer par donner la parole à Anne-Morwen, qui va vous faire vraiment le point scientifique sur les méga-bassines. Et je ralentis un peu. Désolée. Bonjour. Bonjour. Ouais. C'est bon. Ok. Oui, moi j'ai travaillé un peu sur le côté scientifique, l'impact ou le bénéfice supposé des bassines sur le cycle de l'eau. Alors, avant tout, il faut savoir que les bassines, elles sont financées en grande partie par l'argent public parce qu'elles sont censées remettre en eau les rivières en été. On a des kilomètres, des centaines de kilomètres d'eau, de rivières qui sont à sec tous les étés, entre autres à cause des trop grands prélèvements de l'irrigation à cette période. Et donc, voilà, c'est leur excuse publique, on va dire, pour les financer. Et puis aussi, donc les nappes d'eau, elles ont un cycle à l'année. Et en été, leur niveau est le plus bas, le minimum. Et il est dramatiquement bas tous les étés. Donc, le but était d'améliorer le niveau minimum des nappes en le remontant un peu, en prélevant moins l'été et en prélevant pour remplir les bassines l'hiver. Il faut savoir qu'ils ont en face très peu d'arguments scientifiques. On leur en a demandé très peu dans les documents qu'ils sont censés fournir. Ces études d'impact, par exemple, de savoir quel va être l'impact des prélèvements des bassines, elles sont généralement très légères, assez mal faites et mal cadrées. Et donc c'est le cas l'année dernière le BRGM, le Bureau des recherches géologiques et minières, en gros l'Agence nationale de géologie, avait sorti un rapport pour dire regardez comment ça va améliorer les rivières et il n'y aura pas d'impact en hiver. Donc l'année dernière, on a déjà démonté ce rapport, désarmé ce rapport, en montrant que le bénéfice était vraiment tellement minime qu'en fait, il ne serait pas visible concrètement dans nos cours d'eau. Il n'y aurait pas de l'eau qui s'écoulerait après les bassines. Et à ce niveau-là, au niveau de l'état des rivières, c'est vraiment ce qu'on constate. En fait, on a au moins 2-3 petits bassins versants où on a des bassines depuis plus d'une dizaine, des fois une vingtaine d'années. Et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, nos rivières, alors que ça fait 10 ans qu'ils utilisent les bassines, elles sont toujours à sec pendant plusieurs mois, encore une fois sur plusieurs centaines de kilomètres. Donc concrètement, on voit bien avec 10-20 ans de recul que ça ne marche pas, en fait. On a aussi regardé... alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'on aurait pu se dire, tiens, quand on met des bassines, peut-être on va mettre des stations de mesure du niveau des rivières, du niveau des nappes,
pour voir si vraiment il y a une amélioration ou pas. Et ça n'a même pas été fait. Donc c'est très difficile de voir l'avant-après de l'effet des bassines sur le cycle de l'eau. Ce qu'on voit donc dans ces bassins, il y a le bassin des Autises en Vendée, qui a une petite dizaine de méga-bassines, et le bassin de l'Homme-Couture, qui en a 14, plutôt dans le bassin de la Charente. Et donc c'est là où on constate que nos rivières sont encore à sec. Sur les nappes d'eau, on voit que effectivement ce niveau minimum en été qui était dramatiquement bas, il est remonté. Et ça, donc, c'est un argument de l'agence de l'eau, par exemple, ou des chambres d'agriculture pour dire, bah, regardez, ça marche, il faut qu'on installe des bassines, la situation sera moins critique en été. Sauf qu'en fait, ce qu'ils oublient de dire en général, c'est qu'on a des seuils de gestion. Il y a des niveaux de nappe où, si ça arrive à ce niveau, on met en place les restrictions d'usage. Donc c'est là où on ne peut plus remplir les piscines, laver les voitures, arroser son potager. Par contre, on a toujours des dérogations. Heureusement, on a toujours de l'eau potable pour l'instant au robinet. Et il y a certaines cultures qui continuent d'avoir le droit d'irriguer. Et bien, ce seuil, quand même, qui est très efficace pour limiter la baisse du niveau des nappes, ce seuil a été remonté en même temps que la création des bassines. Donc, en fait, on ne peut pas savoir si vraiment c'est l'effet mécanique des bassines ou si c'est le fait d'avoir mis en place une gestion publique un peu plus sensée qu'avant qui fait remonter ce niveau minimum. Par contre, ce qu'on voit, c'est que, alors je vais essayer de vous le mimer, je suis désolée, d'habitude j'ai des schémas. Donc on a vraiment le niveau des nappes qui descend en été puis qui remonte. La recharge des nappes, elle se fait qu'en automne et en hiver. Et cette recharge qui commence normalement vers octobre-novembre. Le 1er novembre, c'est la date à laquelle ils ont le droit de commencer à remplir les bassines. Et on voit que cette recharge, depuis qu'il y a les bassines, elle a été retardée. Donc en fait, si on a, pour la faire très courte, si on a un hiver un peu pluvieux mais plutôt sec, on peut sortir de l'hiver avec des bassines pleines et des nappes vides. C'est ce qui a failli se passer l'année dernière et c'est ce qui s'est à peu près passé en 2021-2022. Donc en fait, on ne peut pas dire vraiment que ça marche, les bassines pour remonter ce niveau. On a toujours des restrictions, on a toujours des agriculteurs qui sont empêchés d'irriguer au milieu de leur saison. Et en tout cas, on voit cet impact. Et ce qui fait qu'au niveau de la priorisation des usages, normalement, l'eau agricole, elle vient un peu en dernier. D'abord, il faut privilégier l'eau potable, l'eau des milieux, c'est-à-dire qu'il y ait de l'eau dans les rivières pour que les poissons ne meurent pas. Hein. Quand on dit l'eau des milieux, c'est ça que ça veut dire. Et en fait, là, ils se servent d'abord pour remplir les bassines avant de garantir la recharge de la nappe. Et ça a été le coût de la recharge de la nappe, ça a été montré par un article de l'ENS, l'École normale supérieure, qui est, voilà, si vous tapez dans un moteur de recherche ENS mégabassine, vous trouverez cette étude qui vraiment met en évidence cet impact qui n'avait jamais été quantifié et qui est toujours passé à la trappe. Pour faire très général aussi, un des problèmes sur le cycle de l'eau, un gros problème sur le cycle de l'eau des bassines, c'est l'évaporation que ça peut produire. Ce qui est vraiment aberrant, c'est qu'on prend, tant qu'elle est dans le sous-sol, l'eau, elle reste fraîche et elle ne s'évapore pas. Donc on n'a pas de prolifération d'algues aussi. Et là, on la met dans des grandes cuves pour vraiment bien l'exposer et qu'elle s'évapore. Donc on commence à avoir des estimations, à avoir des estimations de cette quantité d'évaporation. Les gens des bassines, ils nous disent non mais c'est 2-3%, franchement c'est rien du tout. En fait, quand ils nous disent c'est 2-3%, c'est 2-3% quand c'est compensé par la pluie qui tombe dans les bassines. Mais normalement, cette pluie, elle aurait dû servir soit à arroser des récoltes, soit à venir recharger la nappe. Donc ça, c'est une perte, le fait que ça tombe dans les bassines, dans ces surfaces complètement imperméabilisées. Et donc, quand on regarde ce qu'on appelle l'évaporation nette, vraiment sans compenser avec les pluies, on arrive plutôt à 10%. Et 10%, c'est assez énorme, parce qu'en plus, dans les prévisions du GIEC, on a... Alors, je vais faire une petite digression. Dans les prévisions du GIEC, on a énormément d'incertitudes.
en fait. On sait qu'on va avoir des précipitations plus aléatoires, donc peut-être plus rares mais plus violentes. Donc on sait qu'on va avoir des années qui seront sèches. On sait qu'on a une augmentation des sécheresses et notamment des sécheresses longues. Dans un monde à plus 3 degrés, quand même les modèles s'accordent pour des sécheresses qui pourraient durer 9 ans. Et donc comme les bassines, c'est un système vraiment sur une seule année, c'est absolument pas, ça ne permet absolument pas de sécuriser une quelconque agriculture pour des sécheresses pluriannuelles. Et puis c'est assez bizarre d'avoir Et puis c'est assez bizarre d'avoir cette création de plans d'eau, alors qu'à côté on a des institutions, on va dire, de gestion de l'eau qui au contraire essayent de reboucher les plans d'eau artificiels, parce qu'on sait qu'on va avoir une augmentation drastique de l'évaporation. Et en fait, c'est la seule chose qu'on voit actuellement dans nos séries de mesures. On ne voit pas grand-chose changer sur les pluies. Par contre, on voit déjà l'évaporation qui augmente. Donc il faut vraiment limiter au maximum ces plans d'eau. Et c'est ça qui continue de faire, quoi. Et puis un dernier petit mot sur... et ça, ce n'est pas nous qui avons fait l'expertise, c'est... la CACG, donc l'entreprise qui porte les projets de bassines en Vendée et en Deux-Sèvres, sur la prolifération de bactéries toxiques qu'on appelle les cyanobactéries. Donc, pareil, hein, quand on la met au soleil et qu'elle chauffe, cette eau, on va développer des algues et surtout, en ce qui nous concerne, des cyanobactéries. Et on sait qu'on dépasse régulièrement le seuil de toxicité dans l'eau des bassines et on sait qu'on retrouve ces toxines dans les récoltes qui sont arrosées par cette eau. Voilà, je pense que... Merci d'avoir respecté le temps, nickel. Le mouvement de Bassines Non Merci, c'est aussi ça, c'est des experts qui viennent nous aider, nous appuyer avec vraiment une information scientifique. Vous pouvez retrouver un peu tous les détails sur le site de Bassines Non Merci, avec aussi des guides qui permettent de vous aider à en parler. Donc n'hésitez pas à aller voir sur le site. Et justement, comment en parler aux autres, comment diffuser cette information, c'est aussi souvent un des soucis qu'on a. C'est-à-dire qu'on a l'information brute, on veut diffuser, on veut parler de cette injustice, de ce partage de l'eau, qui n'est pas un vrai partage de l'eau puisqu'il y a un accaparement, et on n'arrive pas à passer cette barrière au niveau des médias. Et donc c'est pour ça qu'on a fait venir Sylvain Lapoix aujourd'hui, pour nous parler un peu de comment c'est cette barrière, commencer à diffuser au niveau des médias. Bonjour à toutes et tous. Merci de m'avoir convié. Donc, je suis Sylvain Lapoix, je suis journaliste indépendant. Je suis basé à La Rochelle et je suis correspondant de reporter, notamment sur le Poitou-Charentes, sur les questions d'écologie, notamment de bassines, mais aussi biodiversité, agriculture, énergie, toutes choses qui se croisent par ailleurs dans pas mal de projets. Je voulais ici insister sur un point qui est malheureusement parfois qui est ignoré du fonctionnement des médias et qui, moi, me paraît manifeste dans le traitement des mégabassines, c'est les valences, pour ainsi dire, c'est-à-dire l'importance qualitative ou en termes d'impact médiatique qu'on prête à certains événements et comment ça se traduit dans le traitement des médias. C'est-à-dire, selon qu'on vous prenne au sérieux ou pas, et je vous parle ici collectivement comme un collectif de personnes qui souhaitent œuvrer à une meilleure répartition de l'eau, à la lutte contre les inégalités territoriales, le respect de la biodiversité, entre autres. Les mégabassines sont principalement traitées comme un événement. Dans les médias, quand on souhaite traiter un fait, que ce soit en presse écrite, que ce soit dans la presse audiovisuelle, que ce soit en radio, il faut trouver une rubrique. Vous avez besoin d'une case, d'une personne, spécialiste ou non, dans laquelle on va pouvoir caser ça. Or, les mégabassines, les unes les autres, vous avez pu vous en rendre compte si vous consultez les médias grand public, ce mouvement est rangé dans ce qu'on appelle la catégorie justice-police. Autrement dit, votre action est événementialisée. On peut trouver ça positif et utile. On parle de vos actions, certes, mais on en parle d'une certaine manière. Et on en parle en l'occurrence d'une manière très précise qui est justement
l'approche justice-police. Autrement dit, un rapport de force entre, d'un côté, le maintien de l'ordre et de l'autre côté, le désordre. Je vous laisse deviner dans quelle case on vous met. Et le problème de ça, c'est que, eh bien, vu qu'on est entre personnes de bonne volonté et que j'essaye d'être le plus franc possible, ça, c'est une vision qui est une vision qu'on dit séquentielle. On va créer des séquences, qui est un mot extrêmement apprécié d'une certaine catégorie politique, notamment par le président de la République Emmanuel Macron et les personnes qui travaillent avec lui, c'est qu'on va traiter la politique en séquence. Le problème, c'est que découper l'information en séquence, c'est aussi une façon de ranger les choses. Je crains, et je déplorerais sincèrement que, après ces événements, d'ici quelques jours, le sujet soit rangé au profit des JO, au profit de tout le reste. Et ça, pour moi, et c'est pour ça que j'ai souhaité intervenir, que j'ai accepté cette invitation, c'est grave. Parce qu'il y a aussi des journalistes qui se donnent du mal pour bien traiter, à la hauteur de l'enjeu, votre démarche, votre engagement, vos actions. Et ça nécessite un traitement en continu. J'en reviens donc à ton annonce, Adèle. Comment avoir un bon traitement médiatique ? Pour moi, un bon traitement médiatique repose sur deux leviers essentiels. Ce dont nous avons besoin en tant que journaliste pour bien traiter ça, et ce dont j'essaye modestement de me saisir avec mes consoeurs et confrères, de Reporters, Politis, Disclose, Plan, je ne pourrais pas toutes et tous les citer, mais il y a des bons médias, il y a des médias qui sont, entre guillemets, du côté des luttes aussi. C'est deux choses, des idées et des faits. Les idées, c'est les biorégions, c'est la gestion communautaire de l'eau, c'est les alternatives au système des retenues. Tout ça, c'est de l'enrichissement du débat public. Je lis régulièrement sur Reporters, sur Politis, parfois même dans le monde diplomatique, chez plein de consoeurs et de confrères, des papiers idées, où on expose le fait que circulent parmi vous, dans vos modes d'organisation, dans vos modes d'action, dans les expertes et experts qui sont mobilisés, des idées nouvelles, d'autres façons de gérer la terre, l'eau, la production agricole, la répartition des richesses, la répartition de la nourriture. Les idées, ça alimente un débat public démocratique sain. Et de l'autre côté, il faut des faits. Autrement dit, il faut de l'enquête. Et l'enquête, c'est l'exact inverse de l'événementiel. Ça prend du temps, ça coûte du fric, ça nécessite de parler à des gens. Beaucoup, trop de consoeurs et de confrères ne connaissent du Poitou que la vue, certes pittoresque, mais un peu monotone, du TGV Paris-Niort. Je me permets cette petite provoque, et ils et elles m'en excuseront, mais c'est concrètement ça. Donc il faut malheureusement, et je suis désolé parce que vous devez entendre ça souvent, les éduquer. Pas de manière autoritaire, juste transmettre cette connaissance de terrain. Ce qu'il manque tristement à ce traitement médiatique, à mon sens, c'est du terrain. Dire « il se passe ceci » de manière générale, ça n'informe personne, ça n'aide pas les journalistes à avoir un traitement riche et informatif de tout ça. Riche et informatif, encore une fois, pas seulement pour votre cause, pour la qualité du débat démocratique. Alors désolé, je parle de choses que je connais, donc de sujets. J'ai fait une grande enquête sur les méga-bassines pour Reporters qui est parue en début d'année. Et j'ai découvert plein de dimensions que j'ignorais dans ce sujet. Et aujourd'hui, ici, je peux le dire, j'ai été extrêmement frustré parce que je n'ai pas parlé avec les agris autant que j'aurais souhaité. Après, j'ai été parler avec les agris. Et j'ai découvert des enjeux sociaux, économiques, politiques, d'inégalité. Et j'ai sorti un papier pour rappeler un fait qui est ignoré par beaucoup de gens, y compris des consoeurs et confrères, que certains agriculteurs et agricultrices ne bénéficieront pas de l'eau des bassines, malgré le fait qu'ils et elles cotisent de manière mensuelle au projet des méga-bassines au travers la COP de l'eau des Deux-Sèvres. Ils payent une cotisation. Ils et elles payent un prix de l'eau au mètre cube qui est supérieur à celui de leurs voisines et voisins. Quand je dis supérieur, ce n'est pas 10-20%, c'est 2, 3, 5, 7 fois plus, selon leur proximité aux bassines. L'argument, Anne a commencé à l'évoquer, c'est nous sommes dans un système de
de substitution, autrement dit. Oui, mais on pompe l'hiver, mais grâce à nos pompages d'hiver, nous pomperons moins en été, donc il y aura plus d'eau pour celles et ceux qui s'approvisionnent directement dans l'eau vive. Je te laisserai détailler si tu le souhaites, c'est faux, ça a été documenté, notamment du fait, et j'ai sorti un paplard là-dessus, il y a une décision administrative qui est sortie récemment, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que les préfectures de Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne ne faisaient pas leur travail de faire respecter la loi sur l'eau en attribuant des autorisations uniques de prélèvement pluriannuels, c'est-à-dire le droit de pomper un certain volume d'eau dans le milieu, qui était tellement supérieur aux besoins réels que, en fait, ça ne modifiait en rien les pratiques agricoles dans le sens d'un meilleur usage de l'eau. Pour vous donner un ordre d'idée, on autorise 8 millions de mètres cubes alors qu'on a besoin de 6,5. On peut trouver ça stupide, mais en fait, la loi sur l'eau impose qu'on baisse chaque année un petit peu. Donc si vous mettez ça à 6,7, il y a un moment où ça va taper. Et où les agricultrices et agriculteurs, irrigantes et irrigants, devront baisser, changer leurs pratiques. À 8, vous êtes large. Vous êtes très large, vous pouvez attendre des décennies. Normalement, la baisse des irrigations, c'est à partir de 2025. Ça, c'est la loi sur l'eau. Donc, une fois sorti de la rubrique justice-police, on peut parler de droit, mais pas des procès des antibassines, de tous les procès au tribunal administratif de Poitiers. On s'est croisé avec Axel au tribunal administratif de Poitiers sur une plainte pour conflit d'intérêt avec la maire de la commune de Val-du-Mignon, qui a grosso modo signé pour la construction d'une bassine sur sa propre exploitation, dont elle serait indirectement bénéficiaire, notamment par la plus-value sur le terrain et l'exploitation agricole. Le tribunal administratif juge de ces choses-là, donc on peut parler en justice, mais en justice administrative, pour rappeler que, dans de nombreux cas, la loi n'est pas respectée. On peut parler de biodiversité, on est au chapiteau Outarde. Si vous avez suivi ne serait-ce qu'une seule conférence ou discuté avec 4-5 personnes dehors, vous savez pourquoi on est sous le chapiteau Outarde. Sinon, c'est l'occasion d'avoir une discussion très instructive avec des naturalistes. On peut parler sur le plan social. Parce que les agricultrices et les agriculteurs ont un vécu, une connaissance du territoire qui est précieuse, qui est importante et qui est aussi, et pour tenir mes 10 minutes, je finirai là-dessus, qui va aussi chercher une émotion et une empathie. Vous rangez dans la rubrique justice-police et faire de vous des ennemis, cette fabrique de l'ennemi dont le ministre de l'Intérieur est un artisan de premier ordre, c'est aussi une façon de vous déshumaniser et de vous sortir de la société. Vous êtes toutes et tous, et nous également à cette table, partie prenante d'un débat public que, en tant que journaliste, j'espère contribuer à rendre plus riche, mieux informé et plus sain, notamment dans la direction du bien commun. Donc mon dernier conseil, si je vais résumer en une phrase, ce serait: ne vous laissez pas enfermer dans la case des ennemis. Vous avez des connaissances à partager, vous avez des valeurs, des idées, et ces idées-là, elles méritent de circuler. Merci. C'est pour ça qu'on voulait faire la table ronde aujourd'hui, c'était pour aller un peu plus en profondeur sur les sujets qu'on n'arrive pas à faire sortir, justement, qui restent. On parle beaucoup de Sainte-Soline, de l'événementiel, mais ce qu'on veut vous montrer aussi, c'est tout ce qu'ont fait les associations. Bassines Non Merci, dans sa forme comme elle est aujourd'hui, a été créée il y a 6-7 ans. Mais en réalité, ça fait 15 ans, plus de 15 ans que des associations comme Nature Environnement 17, l'API, qui se battent sur le fond, et vraiment sur le fond des bassines et sur les recours juridiques. Et c'est pour ça qu'on a décidé dans cette table ronde qu'on allait donner une part importante aussi à concrètement où on en est au niveau des bassines et au niveau du droit. C'est pour ça qu'Axel Laurent va parler de ça. Bonjour tout le monde. Je compte sur tout le monde pour m'aider à pas trop jargonner. Concernant le droit applicable, la première chose importante à rappeler, c'est que le droit nous garantit que l'eau appartient au patrimoine commun de la nation.
Là, ce qu'on défend ici, c'est simplement ce respect de notre droit à ne pas voir notre eau être accaparée par quelques-uns et quelques-unes. Les raisons pour lesquelles, juridiquement, on se bat sont multiples parce que la priorité reconnue par la loi est celle de l'eau potable. Et c'est aussi pour ça qu'on se bat contre les méga-bassines et qu'on se bat sur le plan juridique, c'est que cette hiérarchie des usages de l'eau qui est inscrite dans notre code de l'environnement n'est pas respectée, parce qu'en pompant dans les nappes phréatiques, on nuit à la qualité de notre eau. Et cette qualité de l'eau doit être garantie depuis 2012 en France. On devrait, en application d'une directive européenne, la directive cadre sur l'eau, avoir atteint le bon état qualitatif de nos nappes phréatiques et de nos cours d'eau. Et depuis 2012, on obtient encore et encore des dérogations. On a encore une dérogation jusqu'à 2027 qui nous autorise, 15 ans après l'entrée en vigueur de cette obligation, à déroger à cet objectif de qualité. Et c'est pour ça, comme Sylvain l'expliquait, que chaque année, on doit diminuer notre pompage dans la nappe phréatique. En fait, on diminue pour tenter au fur et à mesure d'atteindre cet objectif, mais on n'y est toujours pas, on n'y sera toujours pas. Et le tribunal administratif de Poitiers est contraint désormais, là, ça fait 2 semaines qu'on a eu une décision favorable extrêmement importante sur les autorisations uniques de prélèvement. Ces autorisations, elles octroient aux irrigants de manière globale, sur tout un bassin, à prélever des millions de mètres cubes. C'est une autorisation qui est valable pour 6 ans, qui est chaque année détaillée dans un plan annuel pour dire, irrigant par irrigant, de combien ils auront droit, mais ils ont un volume global. Ce volume global a été reconnu comme étant illégal en 2019 parce qu'il est beaucoup trop important pour atteindre cet objectif de bon état quantitatif et qualitatif de nos masses d'eau. Ce qui fait que le tribunal l'a annulé en 2021. Mais en face, ils ont repris la même décision. Donc, le tribunal, il y a 3 semaines, leur a dit « Bon, je réannule parce que c'est toujours pas bon légalement. » Et le tribunal a dit, vu que vous vous moquez de moi, ce que je vais faire, c'est que ces objectifs que vous avez fixés pour 2025, je vais vous obliger à l'été 2024 à les respecter. Ce qui fait que là, les irrigants sont sous astreinte pour faire respecter une baisse de 10 millions de mètres cubes d'eau à prélever dans les nappes phréatiques. Ça veut dire une baisse de 30% des prélèvements. Et le problème avec cette complicité de l'État dans le non-respect de nos droits, avoir notre eau protégée, notre eau potable et la biodiversité protégée, c'est qu'en réalité, maintenant, c'est les agriculteurs et agricultrices qui vont en pâtir. Parce que parmi les personnes qui pompent, il y a aussi des personnes qui ont besoin de pomper, qui ont fait le maximum pour atteindre une certaine sobriété, mais qui, par exemple, des maraîchers qui ont des serres, n'ont pas le choix, ils vont devoir pomper. Et ces personnes-là, par exemple, vont voir leur quota diminuer, juste parce que l'État n'a globalement pas respecté ses obligations d'atteindre cet objectif-là de bon état de nos masses d'eau. Et aujourd'hui, les agriculteurs vont venir s'opposer à nous. Je déborde peut-être un peu du juridique, vont s'opposer à nous, vont penser qu'on est les responsables de ça, alors qu'en réalité, c'est l'État qui a accordé des autorisations illégales, encore et encore, et aujourd'hui qui les contraint sur le fait, alors que les productions sont lancées sur une base de quantité d'eau disponible, et qui vont être contraints de diminuer de fait. Et nous, si on se base sur le plan juridique, c'est pour assurer le respect de ces obligations en vigueur depuis 2012. Mais le but n'est pas de rentrer dans cette confrontation avec les agriculteurs, juste que l'État garantisse le respect de ses droits. Et pour ça, on a plusieurs manières de faire. Là, comme je viens de l'expliquer, il y a des autorisations globales, extrêmement complexes, que des associations parviennent à contester sur leurs deniers personnels.
elles mettent en place des expertises, elles mettent en place une technicité complètement folle pour garantir simplement le respect du droit que nos fonctionnaires, que nous payons nous-mêmes, devraient respecter et devraient garantir pour nous. On a aussi d'autres moyens d'action. Là, par exemple, cette directive cadre sur l'eau qui n'est pas respectée, elle a donné lieu à une pétition citoyenne pour saisir la Commission européenne, pour que la Commission européenne vienne condamner l'État français qui ne respecte pas ses obligations. C'est une procédure extrêmement longue que les associations poursuivent, et Inch'Allah, ça va marcher. On a aussi des recours, là, actuellement, sur les autorisations environnementales globales qui sont accordées pour les méga-bassines. Sur la Sèvre niortaise, Marais Poitevin, donc nos 16 bassines des Deux-Sèvres, on a une autorisation globale qui a été accordée pour 19 méga-bassines. On a réussi à obtenir que ça redescende à 16 méga-bassines. Ensuite, le juge a imposé en face qu'ils réduisent les volumes prélevés pour ces 16 méga-bassines et donc a déclaré illégal en première instance en 2021 partiellement cette autorisation. Après régularisation, il nous a dit que c'est bon, c'était devenu légal. Donc maintenant, on est en appel pour faire reconnaître l'illégalité de ces pompages par la Cour administrative d'appel de Bordeaux. C'est un recours qui est toujours en cours. Et donc, quand on vous dit en face que les 16 méga-bassines des Deux-Sèvres sont légales, c'est faux. La procédure n'est pas terminée. Et donc, la prétendue légalité de ces bassines n'est toujours pas actée par le juge administratif. Les associations, elles agissent également directement pour la protection de l'environnement. C'est quelque chose qui est devenu très compliqué avec la jurisprudence administrative. Encore ? C'est quelque chose qui est devenu très compliqué. En termes de jurisprudence administrative, on a une jurisprudence qui est contraire à la jurisprudence européenne. Parce que quand il s'agit de protéger les espèces protégées, pour porter atteinte à leur milieu, il faut une dérogation accordée par l'État. On ne peut pas détruire des espèces protégées impunément et sans appréciation préalable des conséquences que ça pourrait avoir pour l'espèce. Et pour ça, on obtient une dérogation. Sauf que la jurisprudence administrative nous dit qu'on doit prouver noir sur blanc que si jamais on fait un projet de méga-bassine qui est néfaste pour les outardes, parce qu'une outarde est un oiseau de plaine qui niche au sol, qui a besoin d'avoir une visibilité sur 2 km à la ronde pour s'installer sur un espace. Quand on leur dit que en fait, le principe même d'une méga-bassine porte atteinte au milieu naturel des outardes parce qu'elles ne peuvent pas s'y installer vu que c'est incompatible tout simplement avec leur milieu, leurs besoins, que ces espèces reviennent année après année au même endroit, le juge administratif considère qu'on n'a pas démontré noir sur blanc que les projets de méga-bassines portaient atteinte à l'outarde canepetière, et donc le juge administratif considère qu'il n'y a pas besoin de dérogation et qu'on peut détruire leurs espaces naturels comme si de rien n'était et comme si c'était tout à fait normal. On pourrait construire des méga-bassines dans toutes les Deux-Sèvres à tous les 2 km et de cette manière juste empêcher l'outarde canepetière de continuer à nicher sur notre territoire, alors que la région Poitou-Charentes est la seule région où on a encore des outardes canepetières migratrices en France. On a environ 300 couples d'outardes canepetières et elles ne viennent que sur ce territoire. C'est pour ça que c'est une espèce protégée et une espèce emblématique de notre territoire et de notre lutte. Et l'année dernière, on a réussi à obtenir que le Conseil national de protection de la nature s'autosaisisse de la question de l'incompatibilité des méga-bassines avec le maintien de l'habitat des outardes canepetières en Poitou-Charentes. Suite à cette autosaisine, en novembre, le Conseil national de protection de la nature a émis un avis défavorable à ce que ces méga-bassines soient construites. En particulier, en l'occurrence, il était saisi de la question de Sainte-Soline. Et il nous a dit que, n'ayant pas obtenu de dérogation à l'interdiction de porter atteinte aux espèces protégées,
les mégabassines, la mégabassine de Sainte-Soline est contraire à notre droit de l'environnement. Et c'est pour ça que les associations, en particulier NE17, a saisi le procureur de la République de Niort pour qu'il condamne la COP de l'eau 79, porteuse de tous ces projets, à une peine pénale parce qu'elle ne respecte pas le droit de l'environnement. Et ça, ces plaintes pénales, c'est un autre mode d'action des associations environnementales. C'est pour protéger les espèces. C'est aussi des plaintes pénales qui sont introduites pour faire reconnaître ces conflits d'intérêts qui sont extrêmement récurrents dans les dossiers de mégabassines, parce que on le voit assez vite et ça irrite beaucoup les camarades de la lutte de voir les mêmes noms qui apparaissent partout, des maires qui sont raccordés aux bassines et qui signent des permis d'aménager, des personnes qui sont maires et également représentants d'un syndicat ou présents dans un syndicat et qui auront plus de voix dans nos instances représentatives pour faire porter des projets pro-bassines, des entreprises qui sont porteuses, enfin maîtres d'œuvre, en tout cas qui ont un rôle dans la construction des bassines et qui ont intérêt à la construction des bassines et qui derrière se retrouvent elles-mêmes à faire des études pour vérifier la pertinence des mégabassines sur notre territoire. Et c'est des situations qui sont extrêmement récurrentes et c'est pour ça qu'il est important que les associations environnementales s'en saisissent et continuent à faire des recours, même si c'est extrêmement difficile. Il y a des condamnations à payer des frais irrépétibles, c'est-à-dire des sortes d'indemnisations à la COP de l'eau, aux communes qui nous sont adressées et qui sont extrêmement élevées, alors qu'en face, c'est pas du tout la même. Quand on a gagné le recours contre Prière, on n'a eu absolument aucune indemnisation pour tout le travail accompli, mais en face, on doit les indemniser. Les recours, enfin, la stratégie des recours, elle est assez complexe. On essaie aussi d'aller sur la question des permis d'aménager. C'est des questions propres à l'urbanisme, mais c'est aussi des questions dont on essaie, autant que faire se peut, de se saisir. On essaie aussi, là actuellement, d'avoir une jurisprudence favorable sur la question des études d'impact, parce que la nouvelle stratégie de l'État n'est plus de construire des méga-bassines de plus de 3 hectares, parce qu'il y a une étude d'impact qui est obligatoire quand on doit construire des bassines de plus de 3 hectares. Et donc, là, la stratégie de l'État, désormais, c'est d'individualiser les projets pour éviter l'obligation de faire une étude d'impact. Et donc, il y a 4-5 mois, on a le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans qui nous a affirmé qu'une méga-bassine n'était pas un projet d'irrigation, parce que... Non, je ne saurais pas dire pourquoi. Mais là, actuellement, du coup, en disant ça, il a fait en sorte qu'on ne tombe pas sur une autre catégorie qui nous obligerait à faire une étude d'impact. Et on est en train de se battre devant le Conseil d'État pour que cette jurisprudence complètement insensée soit annulée et du coup réussir à faire en sorte que même les projets de moins de 3 hectares soient soumis à étude d'impact, parce que l'impact, comme je l'ai dit par exemple sur l'Outard de Cannepetière, il est immense. Et 3 hectares, ça nous fait déjà 100 000 mètres cubes d'eau à pomper. En l'occurrence, en plus, c'était sur un seul point de forage. Donc à un endroit, on pompe en 1 mois, parce que l'autorisation de pomper est sur 4 mois, mais en réalité, le moment où la nappe phréatique permet le pompage rend la période de pompage extrêmement réduite. Et donc, sur 1 mois, on pompe d'un coup 100 000 mètres cubes d'eau pour remplir ces méga-bassines. Et on nous dit en face que ça ne porterait pas atteinte aux écosystèmes, qu'il n'y a aucun problème et qu'il n'y a même pas besoin d'étudier la question. Sauf que 100 000 mètres cubes à un endroit, c'est encore plus que sur nos méga-bassines des Deux-Sèvres, où c'est à plusieurs endroits. Donc c'est réellement aberrant, et dire que ce n'est pas un projet d'irrigation, c'est complètement faux. Et ces parades du juge administratif nous épuisent, mais on continue à lutter.
Et c'est important que vous soyez là aussi pour nous soutenir et trouver un sens à tout ça. Merci beaucoup à vous. Ce qui était important aujourd'hui, c'est de vous faire voir tout ce travail invisible, en fait, c'est-à-dire tout le travail scientifique qu'Anne Morwen nous a expliqué, toutes ces recherches, parce qu'il faut, c'est vraiment pas tous les arrêtés, tout ça, c'est de la recherche, il faut aller chercher, gratter, enquêter. Tout ce travail avec les recours, qui est aussi un travail assez invisible, qui est difficile à vulgariser. Et donc c'est pour ça qu'on a une tonne de bénévoles, de gens hyper motivés qui travaillent en souterrain de ça. Mais si la lutte aujourd'hui, elle est aussi connue, elle est devenue aussi grosse et qu'on en arrive à en faire un village comme ça, c'est qu'on a aussi toute une autre partie un peu plus visible qui est les mobilisations, qui est aussi le fait d'avoir pu faire venir des politiciens qui permettent justement aussi de faire parler de ce sujet à l'Assemblée nationale, à la Commission européenne. Et puis c'est toute la mobilisation populaire qui s'est organisée petit à petit, qui a commencé assez petite, localement, et puis qui a grossi. Et donc ça, c'est aussi une partie qu'on voulait vous faire voir, parce que la lutte des bassines, c'est un mélange de tout ça. C'est-à-dire que c'est la recherche scientifique, la question des recours juridiques, la bataille des associations, mais c'est aussi toute la mobilisation populaire et politique qui permet que l'ensemble, on devienne vraiment le gros caillou dans la chaussure des irrigants et des gens qui veulent accaparer l'eau au profit de tout le monde. C'est pour ça qu'on va conclure sur une partie sur toute la mobilisation populaire avec Julien Leguet, qui est de Bassines Non Merci. Salut à toutes, salut à tous. Ouais, j'ai 10 minutes. Plein de choses à vous dire, mais des choses que certains d'entre vous connaissent parce qu'ils sont du coin, ils ont vécu cette lutte depuis plusieurs années et l'ont vu grandir. Et puis pour certains d'entre vous, vous arrivez, vous prenez le bateau. Donc je vais faire un petit exposé succinct de comment cette lutte a pris forme et comment elle est devenue ce truc un petit peu énorme et un peu fou. Aujourd'hui, vous venez de partout dans le monde, où il y a des camarades qui arrivent d'Inde, d'Amérique du Sud, d'Afrique, etc., pour parler des luttes qu'ils portent et surtout de voir comment on agit ensemble, comment face au capitalisme prédateur, on se fédère, on dépasse les frontières. Et ça, c'est vraiment incroyable. Vous imaginez bien ce que ça peut représenter quand on porte une lutte locale sur un projet dont on nous explique que c'est local il y a 7 ans et qu'aujourd'hui on est là. Donc vraiment un grand merci à vous toutes et tous d'être ici, si vous saviez. Alors en vrai, la lutte contre les méga-bassines, elle commence en France il y a 15 ans. Mais je précise bien, en France, il y a 15 ans, parce que les premières méga-bassines, elles ne sont pas en France. Les premières méga-bassines, elles sont en Espagne, elles sont au Chili, elles sont aussi aux États-Unis, et elles sont mises en place à l'époque, et c'est certainement pas un hasard, mises en place par des États totalitaires. Dans les années 70, c'est en Espagne, c'est sous Franco, et qui aboutit à près de plus de 50% de toutes les eaux qui transitent en Espagne, dans les rivières, qui sont bloquées, stockées un moment. Est-ce que ça va pour les interprètes ? Ouais, désolé. Et un grand merci de votre mobilisation, d'être là. C'est incroyable, on a l'impression d'être à l'ONU, quoi. Et donc je vais aller beaucoup plus doucement, excusez-moi, je suis parti bille en tête. Donc je vais mettre des pauses. Est-ce que vous avez réussi à rattraper le retard ? Ok, thank you. Donc je vous disais, cette lutte, elle a commencé en France il y a plus de 15 ans, parce que les premières bassines ont commencé à être installées en Vendée et en Charente-Maritime, sur le bassin versant de la 2e zone humide de France, qu'on appelle le Marais Poitevin. À l'époque, on a essayé de mobiliser. À l'époque, il y a déjà eu les associations de protection de la nature qui ont levé la main et qui ont dit « c'est bizarre ce truc ». Stocker de l'eau en hiver dans des bâches plastiques pour faire du maïs l'été, on était déjà quelques-uns à penser que ce n'était pas une grande idée. On était déjà quelques-uns à penser que le maïs, c'était vraiment le problème principal sur notre zone. Ça va ?
Mais par contre, en Vendée, vraisemblablement dû au fait qu'il n'y a pas un tissu associatif et résistant hyper maillé, c'est un autre système. Hein. Là, il y a une agro-industrie qui est hyper puissante, plein d'industries paternalistes. C'est le modèle du tout tourisme et tout agroalimentaire. Et très franchement, jusqu'à il y a quelques années, il n'y avait pas un tissu résistant très fort en Vendée. Sur la Charente-Maritime, c'est un petit peu le même acabit. Et puis je pense aussi qu'il y a un phénomène où la prise de conscience des effets du réchauffement climatique n'était pas celle qu'on a aujourd'hui. Donc il y a 15 ans, en fait, on est 200 aux plus grosses manifs. Quand il y a des chantiers, on est 200. À cette époque-là, il y a les premières opérations d'intrusion sur des chantiers. Je me souviens que dans la presse, ils avaient parlé de tracteurs qui avaient été siphonnés. Il y avait eu des blocages. Mais c'était vraiment très, très limité. Et ensuite, il y a eu une espèce de stand-by, puisque la région Poitou-Charentes avait indiqué qu'elle ne soutiendrait pas les projets de bassines s'ils n'allaient pas dans le sens d'une réduction des volumes consacrés à l'irrigation. Et en fait, comme il n'y avait aucun projet qui était capable de prouver que si les bassines se faisaient, c'était pour aller dans une voie de la sobriété, ça a bloqué pendant vraiment plusieurs années, jusqu'en 2017. 2017, ça a été une période charnière, puisque ça a correspondu à la fusion des grandes régions. Et la région Poitou-Charentes a été fusionnée dans la région Nouvelle-Aquitaine. Et là, on n'avait aucun doute que cette Nouvelle-Aquitaine, cette espèce de nouveau royaume dans le royaume, allait lever les interdits. Notamment parce qu'Alain Rousset, l'actuel président de la région Nouvelle-Aquitaine, était très inféodé à la FNSEA et conseillé au quotidien par la FNSEA. Les bureaux les plus proches de son bureau sont tenus par d'anciens membres de chambres d'agriculture ou de la FNSEA. Et ça n'a pas manqué. Ça a remis les bassines sur les rails. Et donc en 2017, comme on le craignait, ce vieux projet de 19 bassines sur le bassin de la Sèvre niortaise est arrivé sur la table. Et donc cette fois-ci, on a décidé en Deux-Sèvres de se mobiliser. La première mobilisation, ça a été de participer à l'enquête publique. Ça a été d'aller voir les dossiers et puis d'aller sur les marchés et de dire aux gens, il y a un truc là qui se passe, il faut vraiment que vous regardiez. Et vous savez, les enquêtes publiques, en fait, il y a plein de gens qui n'y croient plus, et pour cause. Et également, comment dire, à la fois c'est très intéressant parce qu'il y a toutes les informations dedans. Et à la fois, très souvent, les conclusions, elles sont à l'opposé des avis qui sont émis. Et là, concrètement, on a réussi à faire se mobiliser 800 personnes qui sont allées déposer. C'est énorme pour une enquête publique. Et sur ces 800 personnes, il y avait 80% d'avis défavorables. Et pas que des citoyennes et citoyens lambda, avec leurs propres arguments, leurs propres approches. Des associations de protection de la nature qui posaient des gros cailloux dans la chaussure sur le plan juridique. Je ne vais pas redévelopper. Des élus qui disaient que le partage de l'eau, ça devait nécessairement se faire dans le cadre d'un projet de territoire et que l'ensemble des usagers et des usages soient pris en compte. Tout un tas de raisons qui ont fait le fond argumentaire qui est celui de Bassines Non Merci aujourd'hui. Alors si la question elle est autour de comment on se mobilise, en fait les enquêtes publiques elles servent au moins à ça. Elles permettent de voir les forces en présence, elles permettent de voir qui agit et sur quels arguments. Et nous très clairement ça a été la base sur laquelle on a construit la coalition Bassines Non Merci. On a rappelé tous les gens qui avaient déposé contre et on a fait les premières réunions du collectif. Le collectif il a été fondé historiquement, et c'est assez beau, le jour des 30 ans des 20 ans de la Confédération paysanne, à Coué, en Charente. Et ça a du sens. On savait que ce week-end-là, toutes les forces vives du Poitou seraient dans le coin. Et on s'est fait un petit peu dans ce genre d'ambiance. On s'est improvisé une table ronde avec toutes les têtes de réseau et tous ceux qui se battaient potentiellement contre les bassines ou qui avaient déposé. Et tout de suite, on était une quarantaine. Tout de suite, je suis vraiment désolé, je m'emballe. Et puis je vois le temps qui passe. Alors on m'a dit entre 10 et 15, il y a 7 minutes. Et j'ai plein de choses encore à dire, donc je vais essayer d'être concis. Mais c'est ça le chemin en tout cas. Ça a commencé par l'enquête publique. Au mois d'août, donc le collectif est nommé, le collectif est formé. On est en 2017. Et en septembre 2017, on fait la première manif devant la préfecture à 300, en pleine semaine. Là, la formule, c'est de dire comment on mobilise en semaine.
ben, on mobilise à l'heure du midi. On fait des pique-niques citoyens. Et comme on est dans les zones de préfecture, ça permet aux camarades de sortir du boulot et de venir nous rejoindre un petit peu. On était 300, dont déjà les premiers élus en écharpe. Dans les axes, et c'est important, dans la composition de Bassinement Merci, depuis le début, il y a des syndicats, il y a des partis, il y a des associations de protection de la nature, il y a des citoyennes et citoyens qui refusent toute appartenance à tout groupe. Voilà, il y a toute forme de groupe et d'individus. Et il n'y a pas de statut. C'est un collectif citoyen informel, au fonctionnement le plus horizontal possible. Et par contre, ça signifie que quand on fait des déclarations de manif, par exemple, ou d'événements, on s'appuie sur les syndicats ou les assos. C'est très régulièrement que c'est Sud, Attaque, la CGT, parfois la LPO, parfois Nature Environnement 17, qui, quand on jouait le jeu des déclarations, étaient mises à contribution et portaient cette responsabilité-là. On a fait notre premier rendez-vous massif, c'était un 11 novembre, un jour férié, voilà, aussi mobilisé sur des jours où on sait que les camarades vont pouvoir se mobiliser facilement. Et en plus, le 11 novembre, évidemment, il y avait une image de guerre de tranchées, ou en tout cas de résistance. Et on a lancé un appel sur un pari un peu fou, de faire le tour avec une chaîne humaine de la plus grande bassine qui était en projet, la bassine d'Amuret. C'est une bassine qui fait 18 hectares. Et pour en faire le tour, il faut une chaîne humaine de 1600 individus. Donc on fait ce pari un peu fou de se dire on va être 1600, le mouvement il commence tout juste. Hein. Et un jour où il pleuvait, où il faisait du vent, c'était vraiment un très mauvais temps. Et en effet, le matin, on est les 1500 attendus, dans un tout petit bled qui s'appelle Amuret, et on prend le cortège avec un truc qui a beaucoup de sens aussi pour nous. On demande à toutes les forces politiques et syndicales et tous les groupes identifiés de ne pas prendre leur drapeau pour le cortège, de les laisser dans un espace où ils sont visibles, parce que c'est très important de donner à nos opposants et aux gens qui lisent le journal aussi de voir toute cette diversité-là. Mais pour la manif, on partait tous en bleu et tout le monde a joué le jeu. Pour la petite histoire, tout le monde a respecté cette consigne-là. Et le lendemain, dans la NR, qui est le journal du coin, la grosse photo qui fait la une, c'est ma trogne sur une botte de paille avec le mégaphone sur lequel je n'avais pas vu qu'il y avait marqué CGT. Mais ça en disait long sur comment ça commençait. De là, il y a eu tout un cycle de manifs à peu près tous les 6 mois qu'on appelait Waterstock. Woodstock, Waterstock. Et des manifs avec beaucoup de monde. Et on mobilisait quasiment qu'en local. De 2017 à 2021, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde dans la salle qui avait entendu parler de méga-bassines. Je ne suis pas sûr. La lutte, on la portait vraiment en local. On résistait bien, puisqu'à l'origine, le projet, c'était 2017, enquête publique. 2020, les 19 bassines étaient construites. Et en fait, on est en 2024, pardon, et il y a une bassine finie et 3 en chantier. Et ce n'est pas dit qu'elles aillent au bout. Donc la résistance, ça vaut le coup. Allez, il me reste 3 minutes. On a résisté à travers tous les moyens qui nous étaient possibles jusqu'en 2021. On a fait du juridique à un niveau avec les associations de protection de la nature et maintenant avec des camarades locales qui le portent très fort, comme la camarade autour de la table et plein d'autres. Et ça porte ses fruits et ça bloque. On a eu des camarades scientifiques qui ont levé la main et des camarades scientifiques qui, en notre sein, sont allés, ont fait du travail d'expertise indépendant et ont poussé à ce que maintenant il y ait un large consensus scientifique sur le fait que les bassines, ce n'est pas du tout adapté, c'est des maladaptations, ce n'est pas adapté au réchauffement climatique. On a fait des réunions publiques par centaines, on a sollicité des conseils municipaux, on a gagné des batailles, des duels où la COP de l'eau venait présenter son projet, on passait après et ensuite les élus votaient. À 35 reprises, on a gagné. Et malgré tout ça, au mois de septembre 2021, poussé par le gouvernement et poussé en particulier par De Normandie, qui avait dit qu'il venait au congrès de la FNSEA mi-Niort, et ben les travaux ont commencé à Mosée. Et ça a été vraiment une rupture dans la bataille. Ça a été un moment où en fait on a décidé vraiment clairement de changer nos modalités d'action, parce que malgré toute notre obéissance et tout notre respect du cadre démocratique,
Et malgré toutes les victoires juridiques, etc., ben, les travaux commençaient. Et donc à ce moment-là, on a dit c'est résistance, désobéissance civile. Quand on a un État qui ne respecte plus la loi sur l'eau, quand il y a des dénis de démocratie et des conflits d'intérêts comme sur les bassines où finalement les élus très souvent sont bénéficiaires des bassines ou des gens, membres de leur famille qui sont bénéficiaires des bassines, ben, c'est un devoir de citoyenne, c'est un devoir de citoyen, c'est un devoir d'humain que de désobéir. C'est un devoir de résister, c'est un devoir de faire corps. Et il y a eu cette première manif qui a fait grand bruit, qu'on a portée avec les camarades des soulèvements de la terre, avec les camarades de la Confédération paysanne nationale, et avec plus d'une centaine d'organisations déjà à l'époque, cette manif de Cran-Chaban, où nous sommes rentrés sur une bassine illégale de Cran-Chaban, bassine qui aurait dû être remise en état depuis plus de 10 ans. Et nous y sommes rentrés, et nous l'avons mise hors état de nuire. Et si vous saviez le bien que ça nous a fait. Et ça... Et tout ça, on est à la barbe des près de 1500 agents qui étaient mobilisés à Mosée ce jour-là et qui nous attendaient sur le chantier de Mosée. Et en fait, ce qui a déclenché, et j'espère qu'il y a des responsables des RG dans la salle ou de la préfecture, mais ils connaissent parfaitement. Hein. À partir du moment où nos libertés de manifester, à partir du moment où notre liberté d'exprimer nos opinions dans nos territoires hein, et de circuler sur les routes où on vit quotidiennement, ben là vraiment ça a créé une rupture avec l'État qui fait qu'aujourd'hui on ne se pose plus forcément la question de déclarer des manifs puisqu'on sait qu'elles seront systématiquement interdites et en dépit de ça, on continue à exister, on continue à manifester et en dépit de la répression très violente dont on a pu faire l'objet notamment à Sainte-Soline 2, ben on reste debout et on passe les barrages et on se mobilise, et on résiste, et on fait passer tout ça, et on décide de continuer à résister. C'est ce qu'on voulait passer comme message à travers le village de l'eau. La répression, c'est leur affaire, et nous, la résistance, c'est notre affaire. Et donc, on voulait inscrire dans le long terme ce village de l'eau, et marcher sur nos deux pieds. Le village de l'eau, c'est l'endroit où on fait réseau, c'est l'endroit où on se structure, c'est l'endroit où on réfléchit ensemble, c'est l'endroit où on construit des lendemains qui chantent. Et puis les manifestations, comme celle de demain, comme celle d'après-demain, c'est le moment où on montre à tous qu'on existe, on se visibilise, et on se laisse pas faire, on ne se laisse pas écraser. Et puis peut-être, c'est pas un mot d'ordre, mais peut-être on se méfie des pièges. On se méfie des pièges qu'on a déjà vécus. On se méfie des pièges de l'instrumentalisation médiatique. Et dans les deux actions qui sont menées demain, que je ne vais pas vous décrire plus que là, je ne veux pas prendre un nouveau procès, hein. Toutes mes prises de parole aujourd'hui engendrent des gardes à vue, et il y a des gens qui en plus ont des consignes très précises à vous passer, très techniques. Il y aura un brief à 13h, il y aura un brief à 19h30, pour permettre à toutes celles et ceux qui voudront prendre la route de Saint-Sauvent de le faire le plus sereinement possible, d'aller à La Rochelle et de le faire le plus sereinement possible. En tout cas, l'état d'esprit, c'est d'éviter la confrontation, c'est d'éviter d'être victime de ce qu'on a pu subir à Sainte-Soline, c'est d'être tel l'eau, comme disait Bruce Lee, be water, d'être fluide. Et je vais m'arrêter là, et je vais vous remercier de votre attention. Noba Saran! Un grand merci d'avoir tenu le temps parce que je sais que tous les quatre, vous pouvez tenir des heures et des heures sur ce sujet, ce qui fait que ça nous laisse quand même un petit peu de temps pour quelques questions, pas beaucoup, mais quelques questions dans la salle. Monsieur là-bas, j'arrive. On va vous demander de faire des interventions assez courtes et précises, droit au but, pour permettre à ce que plusieurs personnes puissent parler. Merci. Bonjour, merci pour la qualité de ce que vous avez dit. Très court, mais je vais essayer de parler lentement. Bassine, non merci, Berry. Dans le Berry, ce qui vient d'être dit est vrai. On est maintenant sur un système de petites bassines, 3 hectares
pour passer sous le seuil de l'autorisation, 100 000 mètres cubes. On en est actuellement à la valeur de 2 mégabassines du Poitou. Mais ça continue tous les jours. C'est la première intervention. Deuxième intervention au niveau de la communication. J'aimerais insister, nous, quand on regarde les dossiers, sur les glissements sémantiques. Au départ, dans les dossiers, il était écrit « quand les nappes phréatiques débordent ». Même le ministre de l'Agriculture a dit « quand les phénos », ou plutôt ministre de la FNSEA, il a dit « quand les nappes phréatiques dégueulent », qu'il a même dit. Puis ensuite, on a vu dans les dossiers « quand les nappes phréatiques seront pleines ». Et maintenant, on est dans des dossiers où il est inscrit « quand les nappes phréatiques sont en cours de remplissage ». C'est important, c'est un argument qui porte beaucoup au niveau du public quand on explique ces glissements-là qui sont frauduleux. La troisième intervention et dernière, c'est sur le terme de substitution. Dans le Berry, on a effectivement des bassines dites de substitution. Mais en 2018, l'association, la Réa Berry, l'association qui distribue les volumes d'eau, a demandé à passer de 12 millions de mètres cubes à 18 millions de mètres cubes. Ça a été accordé à ce moment-là. Nous avons, sur une autre association, fait opposition, mais ce n'est pas passé. Ça a été accordé à 18 millions de mètres cubes. Donc maintenant, ils revendiquent 18 millions de mètres cubes globaux et ils prétendent faire de la substitution en disant qu'ils vont passer 5 millions de mètres cubes en volume hiver. Là encore, supercherie. Et tout n'est que supercherie dans ces dossiers. J'ai terminé. Merci. Une autre intervention? Oh, pardon. En trop de Micro. Oui. Fesneau, le ministre de l'Agriculture qui ne comprend rien, qui des fois disait que les bassines se remplissaient avec l'eau de pluie, disait l'eau superficielle en trop de pluie. Donc s'il y a quelques hydrogéologues qui peuvent nous éclairer sur cette notion. Oui, une question rapidement. Brièvement, ce qui a été cité tout à l'heure, c'est la CACG. Alors, qu'est-ce que c'est? Quel est son rôle? Et par rapport au titre de pourquoi nous sommes là, est-ce que vous venez de décrire rapidement la filière économique, la structuration économique du phénomène méga-bassine? Merci. Pour faire une réponse très courte, je vous renvoie à l'excellente enquête de ma consoeur Elsa Souchet sur Reporter qui avait éclairé le rôle de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne. Ces nombreux conflits d'intérêts au niveau local, puisqu'elle est implantée, puisqu'elle n'est pas implantée en Poitou-Charentes, mais en Occitanie, et elle a dans son conseil d'administration de nombreux élus qui ont validé les permis d'implantation, notamment sur le projet de Sivins. Et cette compagnie d'aménagement dispose de nombreux contrats de gestion et travaille en partenariat avec la coopérative de l'eau des Deux-Sèvres comme prestataire sur une partie des travaux des bassines du Marais Poitevin et de la Sèvre niortaise, c'est-à-dire celles qu'on désigne généralement comme méga-bassines du Poitou. Mais pour le reste, je vous renvoie à l'excellent travail de Elsa Souchet, au travail de mes consoeurs et confrères de Reporter, Basta et autres. Si vous cherchez CACG sur tous ces sites et bien d'autres encore, vous trouverez des informations riches et précises. Tu voulais ajouter un mot? Non? Vas-y, je t'en prie. Vite fait, tu disais? J'en suis capable. Non, mais en fait, c'est le conseil d'administration qu'il faut regarder attentivement, parce que quand on voit qui compose le conseil d'administration, on voit que de base, c'est une structure qui est glissante. C'est une compagnie d'aménagement mise en place par l'État dans les années 50, et les actionnaires, en tout cas le conseil d'administration, c'est des banques telles le Crédit Agricole. Il y a deux autres banques, je ne sais plus si tu les as en tête, mais qui défendent
typiquement du milieu agricole, et ensuite c'est des collectivités. C'est un représentant par département du Sud-Ouest, et c'est un représentant par conseil régional. Il y a le conseil Nouvelle-Aquitaine et le conseil Occitanie. Et ce sont des millions d'euros qui sont investis là-dedans. Et quand on regarde la plupart des projets qui sont portés, c'est des projets donc, hydrauliques. La vocation de la CACG, c'était de multiplier, de développer l'irrigation en Sud-Ouest. Donc c'est vraiment l'outil, la machine à bassiner les territoires. Et historiquement, ceux qui ont fait le lit des bassines sur le terrain du Marais Poitevin, c'est des représentants de la CACG qui ont pris leur petite valisette il y a ça une vingtaine d'années et qui ont fait le tour des popotes de tout ce qui comptait de gens d'affluence en Vendée, en Charente-Maritime et en Deux-Sèvres pour dire on a la solution magique au réchauffement, même pas le réchauffement climatique, au problème de sécheresse ou en tout cas de surexploitation des nappes en été, c'est la méga bassine. Donc c'est vraiment haut responsable du bassinage et que jusqu'à maintenant, on n'a pas réussi à mettre en évidence le rôle fondamental qu'elle a joué. Dans ce qu'on va porter ce week-end en termes d'action, on s'attaque au système. Ça veut dire qu'on vient bien chercher quelles sont les entreprises qui ont intérêt à bassiner nos territoires. Et il y en a une qu'on a un mal fou à visibiliser. Et donc, s'il y a des pistes là-dessus, s'il y a des envies, etc., c'est clairement la CACG. Mon pseudo-signal est disponible à la demande. Voilà, on passe à une autre intervention. Oui, bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est pas vraiment une question, en fait, c'est plutôt une petite remarque. Et surtout, là, nous, on est quelques-uns à venir de l'Hérault, de la cour d'eau 34. Et du coup, on est aussi sur une lutte contre les bassines qui sont prévues là-bas. Et en tout cas, moi, je voulais vous remercier en tout cas pour vos interventions. Elles sont d'une qualité absolument incroyable et elles font un bien fou. Et de dire aussi que la lutte qui se mène ici depuis des années, elle a aussi permis de faire émerger sur l'ensemble des territoires la question de l'irrigation et la question des méga-bassines qui sont en train d'être construites un petit peu partout. Il y a plus d'une centaine de projets qui aujourd'hui sont prévus sur le territoire français et il y a énormément de collectifs aussi qui émergent. Ah oui, pardon. Et il y a énormément aussi de collectifs de lutte qui émergent contre ces projets-là. Et en tout cas, voilà, ça permet aussi d'avoir quelque chose qui résonne sur le territoire national et que ça devienne vraiment un sujet de lutte très très fort en France et en Europe. Merci. Faire intervenir deux dernières personnes. Pour vous rappeler, il y a un stand inter-BNM, donc inter-Bassine Non Merci, qui est sur l'autre partie, en face du chapiteau Loutre. N'hésitez pas à aller chercher du matériel, des informations, des affiches. Tout est disponible là-bas. Bonjour, c'est par rapport à la question des médias et de comment être relayés dans les médias nationaux et les médias privés. Comment sensibiliser les journalistes à des études plus longues, en fait? Comment sortir de l'espace justice, comme vous disiez tout à l'heure, avec des médias privés type BFM, type TF1, qui n'ont certainement pas envie de prendre le temps d'étudier tout ce qui se passe? Alors, pardonnez-moi, j'ai souri, c'était absolument pas moqueur, mais Reporter, Basta, Politis sont aussi des médias privés. Donc, voilà, c'est important, mais j'entends ce que vous dites et ce que vous entendez par là de médias privés. Mais encore une fois, si demain on privatisait l'audiovisuel public, Reporter, Politis, Basta pourrait peut-être s'en sortir jusqu'à ce qu'on se fasse pincer par les flics. Mais pour répondre plus précisément sur votre sujet, c'est une très bonne question parce que le problème, c'est que le mode de traitement lui-même, le canal lui-même est malheureusement le moins propice à ça. J'ai parlé tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez arrivé ou pas encore, mais sur l'événementialisation. Les études, celles que mène Anne, d'autres, tu parlais du Bureau de recherche et de géologie, BRGM, donc Bureau de recherche minière français, ce sont des mines d'or, sans mauvais jeu de mots, d'informations, de cadrage, de contexte et d'explication.
Donc moi, ma réponse, pour être très direct et faire plus court que ce que j'allais faire, c'est il faut exemplariser. C'est-à-dire trouver sur le terrain le fait, l'histoire, le lieu, le destin, la personne par laquelle on va pouvoir, en tant que journaliste, rentrer dans le vif du sujet. Cet événement sera, entre guillemets, le prétexte à la communication d'éléments scientifiques, d'éléments d'enquête publique. Tu le soulevais très justement, c'est hyper important. La dénonciation d'éventuels conflits d'intérêts, questions juridiques. On a besoin d'histoire. Je vais vous donner un exemple qui n'est pas celui des bassines, qui est celui de l'accaparement des terres en Poitou. J'ai une connaissance qui me parle depuis très longtemps de tous les achats. J'ai trouvé un lieu, un village, j'ai pu faire un article sur Reporter, parce qu'il y avait une ferme de 630 hectares qui était achetée par une personne, le patron de Bricorama. Voilà. Trouver une personne, trouver un destin, trouver des gens, ça permet de raconter des histoires, et ça permet de rentrer là-dedans. Après, il y a aussi des médias qui peuvent le traiter plus largement, mais trouver des histoires, entre guillemets. Oh, pardon, excuse-moi, je n'avais pas vu que... Ouais, parce que justement, en fait, moi, j'ai cet exemple de la contre-expertise du rapport du BRGM. Et en fait, nous, quand on fait des études scientifiques, on peut essayer de simplifier le plus possible, de vulgariser le plus possible. Il y a un moment, on a besoin de temps. Et ça, c'est vraiment un problème. On doit répondre à des fake news, à des punchlines. Et nous, on doit pouvoir détricoter ces choses et avoir le temps d'exposer un raisonnement rationnel. Et ça, c'est un gros problème. En fait, on n'a pas, du point de vue scientifique, on n'a aucun espace public de débat où on pourrait vraiment s'affronter à coups d'arguments avec les opposants pour que les gens se fassent leur propre avis éclairé. Ça, effectivement, ça n'existe pas, quoi. Il y a un refus de la part des porteurs de projets et de l'État de tout débat public, télévisé, en direct, etc. Et pour cause. Moi, dans la question que tu posais, j'entendais aussi notre relation aux médias, quelle stratégie et comment on travaille avec ces gens-là selon leur provenance. Et ce qui donne, par exemple, comment on les accueille ici sur le village de l'eau. Alors, c'est une longue histoire et qui commence d'abord en local avec les médias, avec la PQR. On a la chance en Deux-Sèvres d'avoir le Courrier de l'Ouest et la Nouvelle République, et pas un média unique. Et ça a joué parce que d'emblée, dans le dossier, comme on l'a fait naître à la première manif, il y avait deux traitements différents. Et peut-être qu'il y a eu des journalistes qui ont senti qu'il y avait un dossier là-dedans. Et ils ont commencé, étape par étape, en local, à monter en compétences. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que nous, notre boulot de porte-parole, de communicant, etc., dans la lutte, c'est de faire exister le fond. Là où on sait que ce qui va faire venir des médias mainstream, etc., à chaque fois, c'est la même question, c'est il va y avoir du sbeul. Le village de l'eau, c'est ça. C'est-à-dire une manif-action, et elle sera ce qu'elle sera, et elle sera la belle. On crée tout pour que ce soit les conditions. Mais n'empêche que sur les 3 jours, eh bien, si vous regardez dans la presse locale, ça parle du village de l'eau, ça parle des assemblées, ça parle de tout le beau qu'on est capable de construire. Le convoi de l'eau, c'est pareil, c'est une manière de construire un autre récit, montrer qu'on a encore dans ces moments, avec une tension folle, d'autres manières d'agir, d'autres manières de faire fond. Donc le temps long, c'est un des éléments. Et on va devoir on a encore 2 interventions et on a des gens qui attendent. On est capable d'accueillir BFM aussi, et si on ne veut pas un traitement merdique, eh ben, ce n'est pas les rejeter, c'est les accueillir et les driver, les accompagner. Voilà où je voulais en venir. Merci. Avant-dernière intervention, je me fais le porte-voix d'une question. On dit souvent que le sol des Deux-Sèvres est géologiquement adapté pour les bassines. Anne, qu'est-ce que tu réponds rapidement à ça? Ouais, c'est vrai, mais je ne sais pas comment ça se traduit, le rire. Le sol des Deux-Sèvres adapté aux bassines. Ouais, alors on va le prendre à l'envers. En fait, effectivement, dans la région, il y a très peu de sols
Vous pouvez demander aux gens des chapiteaux. Pour planter les pins, ça n'a pas été facile, quoi. Donc le caillou est juste en dessous. Et donc ce qu'on nous dit souvent, c'est ouais, comme il n'y a pas beaucoup de sol, il ne retient pas beaucoup l'eau. Et du coup, il faut irriguer pour faire du maïs ou pour avoir des grands rendements de céréales. Et donc il y a un peu deux choses. Il y a déjà, s'il n'y a pas de sol et qu'il ne peut pas retenir l'eau, peut-être on ne fait pas des cultures qui demandent beaucoup d'eau. Donc il y a cette chose d'adapter l'agriculture à l'endroit où on est et pas l'inverse. Et puis il y a aussi que nos sols, ils sont plus très vivants, quoi. Et ça, c'est un des gros problèmes. Si on veut pouvoir faire face aux sécheresses avec le réchauffement climatique, il faut absolument prendre soin de nos sols. On en parle très peu, mais on a une érosion des sols qui est énorme. On perd tout ce sol qui a mis des siècles, des millénaires à se créer. On a très peu de vie dans les sols. Voilà, on a enlevé tous les arbres qui permettaient l'infiltration. Et puis, pour parler spécifiquement du marais Poitevin, on le draine dès qu'on peut. Dès qu'on trouve qu'il y a un peu trop d'eau, on essaye d'évacuer l'eau au plus possible. Et après, du coup, on nous dit, oui, mais comme on évacue énormément, on doit faire des bassines pour garder l'eau de l'autre côté. Donc voilà, changer le modèle agricole et puis refaire du marais un marais, ce serait pas mal. Merci. Dernière intervention. Oui, bonjour. C'est la coordination Eau-Île-de-France. J'aimerais rapidement revenir sur le manque d'espace public de débat que vous avez évoqué, Anne, et sur la notion du beau dont vous avez parlé, jeune homme. Les méga-bassines, on comprend que les gens qui habitent dans les territoires limitrophes, ils sont concernés. Donc c'est une évidence. Mais pour justement répondre à cet espace public de débat autour de l'eau qui manque, n'est-il pas utile et urgent qu'au sein des organisations qui s'occupent de l'eau, qu'on organise des influences avec les associations au niveau local, parce qu'il n'y a pas que les gens, les territoires qui sont concernés par les méga-bassines qui sont concernés. L'eau, elle doit être le débat et l'alpha et l'oméga de tout le peuple français et européen, pour commencer. Et donc, comment faire créer, pour résumer, une solidarité hydrique entre les territoires pour que justement qu'on ne parle pas uniquement du cycle naturel de l'eau, mais qu'on va converger vers un cycle social de l'eau, c'est-à-dire comment, bien sûr, il y a la technique et comment justement penser, on s'aidant de la technique pour créer des réseaux de solidarité hydrique pour venir en aide avec les territoires qui connaissent des sécheresses, etc. Et là, c'est possible. Mais il faudrait concerner tout le peuple, que les Parisiens, les gens à l'Est, à l'Ouest, que tout le monde doit être concerné et pas uniquement attendre qu'on ait des projets de méga-bassines à Paris ou ailleurs. Je vous remercie. Merci de votre intervention, camarade de la coordination Île-de-France. Il y a juste un élément sur lequel je voudrais qu'on revienne, qui est un manque total d'espace de débat public ouvert à tous et toutes pour parler des politiques d'aménagement de l'eau et de gestion de l'eau à l'échelle des bassins versants. C'est criant. Il y a des trucs qui s'appellent les commissions locales de l'eau, etc. On s'aperçoit qu'elles sont trustées, notamment par la FNSEA en milieu rural. C'est sur la notion de solidarité hydrique où je serais beaucoup plus vigilant. Parce que sous couvert de solidarité hydrique, j'entends potentiellement des transferts d'eau de bassin versant à bassin versant. Et pour moi, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Il faut réautonomiser tous les villages, toutes les villes, tous les quartiers et rentrer dans des logiques de reconquête de la qualité de l'eau et au contraire sortir de la logique d'interconnexion. C'est très important. Parce que justement, c'est sous couvert de solidarité territoriale qu'on justifie des transferts d'eau des Alpes vers les Pyrénées
Et vous imaginez le genre d'infrastructure. C'est sous prétexte de sécurisation de l'eau qu'on monte les méga-bassines. Parce que quand l'eau est dans la méga-bassine, les agriculteurs peuvent faire toute leur irrigation, même si c'est la sécheresse partout ailleurs. C'est sous prétexte de solidarité et de sécurisation de l'eau que la pratique la plus commune en France pour faire de l'eau potable, c'est la dissolution d'une eau pas potable avec une eau plus potable. Là où la situation initiale était que la condition même de l'installation d'un campement, d'une vie, d'un village, d'un hameau, c'était la présence d'un captage d'eau de qualité potable. Donc, battons-nous pour relocaliser nos ressources en eau. Merci. Merci pour ce mot de la fin, du coup. Un grand merci, on a un petit quart d'heure de retard et donc on a les copains qui vont faire une table ronde sur la gestion communautaire de l'eau en Inde. Donc on vous invite à soit rester, soit à bouger et je te repasse la main.